La première guerre de Cent Ans, 1328-1376. Alors pour commencer, nous allons examiner ses origines. On a d'abord mis en avant le changement de dynastie, puisqu'après 3 siècles de succession directe, la mort de Charles IV en 1328 oblige à choisir entre 3 prétendants qui descendent tous de Philippe le Bel. Son neveu Philippe de Valois, son petit-fils, le roi d'Angleterre Édouard III, et sa petite-fille, Jeanne II, reine de Navarre, qui donne naissance à Charles II en 1332. Et c'est Philippe de Valois qui est choisi par l'aristocratie et couronné sous le nom de Philippe VI. Son fils Jean II, puis son petit-fils Charles V lui succèdent. Une autre origine est plus stratégique. Le roi d'Angleterre et le roi de France s'opposent sur le contrôle de vastes principautés. Au nord, la riche province de Flandre, où l'Angleterre soutient la révolte menée par le drapier Jacques van Artevelde. À l'ouest, la Bretagne, qui est disputée par Jeanne, soutenue par la France, à son frère cadet Jean de Montfort. Et il faut aussi noter que Philippe de Valois apporte son aide au roi d'Écosse David Bruce face aux Anglais. Il existe un autre point sans doute déterminant pour comprendre ce conflit, c'est que le roi d'Angleterre doit prêter hommage et fidélité au roi de France pour ses terres en Guyenne. Le nom est une déformation d'Aquitaine. Il y a ainsi une contradiction entre le caractère souverain du roi d'Angleterre et le fait qu'il se trouve en position de vassal d'un autre roi. Premier point, 1337-1357, 2 décennies de défaite, l'effondrement français. En 1336, Édouard III obtient du Parlement des subsides pour mener la guerre à la France. Il choisit comme stratégie de débarquer 10 000 à 15 000 soldats au printemps afin de piller les campagnes. C'est ce qu'on appelle les chevauchées anglaises. C'est une stratégie payante. Philippe de Valois doit lever des troupes qui, une fois financées, arrivent trop tard pour s'interposer. Les troupes anglaises sont parties. De plus, lorsque l'armée française intercepte les troupes anglaises, elle connaît des défaites désastreuses. En 1347 à Crécy, ce qui permet aux Anglais de s'emparer de Calais, et 2 ans plus tard à Poitiers, le nouveau roi Jean II est fait prisonnier par le fils d'Édouard III, surnommé le Prince Noir, en raison de la couleur de son armure. Ces défaites peuvent s'expliquer par l'échec de l'artillerie française, des chevaliers, dont la tactique était de briser la roi, c'est-à-dire l'ordonnance des rangs de cavaliers adverses, afin de provoquer leur dispersion, ou pour le dire autrement, le désarroi. Des chroniqueurs reprochent aussi le caractère indiscipliné de la noblesse française et l'importance des archers anglais dont le flot de flèches brise la charge de cavalerie lourde. La capture du roi Jean II est une catastrophe dans un contexte déjà difficile. La France est divisée en différents partis et cet emprisonnement la plonge dans une véritable guerre civile. Dès 1354, Charles de Navarre, le cousin du roi, réussit à rallier des barons mécontents au nord-ouest de la France et il assassine un proche du roi, le connétable Charles d'Espagne. Son arrestation en 1356, lors d'un dîner à Rouen avec un certain nombre de barons par le nouveau roi Jean II, est très critiquée, considérée comme une marque de l'arbitraire royal, et elle renforce le parti anti-valois. Une autre cause de mécontentement est la hausse des prélèvements et les mutations monétaires opérées par le roi afin de financer la guerre. Elle renforce un parti réformiste qui critique la corruption de la cour. Afin de s'assurer le soutien des élites, Philippe d'Anjou convoque à plusieurs reprises les représentants des différents États, la noblesse, l'Église, la bourgeoisie, mais leur attitude se durcit. Ils finissent par accepter le principe d'un impôt pour financer l'armée, mais ils demandent à des assemblées provinciales de le connecter plutôt qu'à des agents du roi. En 1356, la capture de Jean II place son fils le dauphin Charles, 19 ans, qui ne commande que les principautés du Dauphiné et de Normandie, en position de faiblesse. Et en 1357, les États parviennent à obtenir le contrôle institutionnel de la monarchie. La même année, Charles de Navarre s'évade de prison et obtient le ralliement du prévôt de Paris Étienne Marcel et de la bourgeoisie parisienne. Étienne Marcel fait assassiner les maréchaux de Champagne et de Normandie, censés incarner la noblesse militaire défaillante,
devant le dauphin qui, choqué, quitte Paris. Mais dès l'année suivante, en 1358, la situation se retourne, et c'est le troisième point, le redressement de la monarchie. D'abord, on observe un échec des États à lever les subsides pour la guerre. Ensuite, loin de diminuer, les désordres s'accentuent avec les routiers, c'est-à-dire des mercenaires qui ne sont plus rémunérés et qui sèment la terreur sur leur passage, et une révolte de paysans appelée jacquerie, Jacques est le nom de leurs vêtements, se développe également. Leur peur des soldats s'est muée en haine des nobles et ils tentent de démanteler les places fortes. Du coup, face à ces désordres, les élites se retournent vers le dauphin Charles V, dont les troupes entament le blocus de Paris. À cette occasion, Étienne Marcel finit assassiné par les siens, alors qu'il s'apprête probablement à ouvrir les portes de Paris au roi de Navarre. En 1360, le dauphin obtient la paix intérieure du royaume au prix de la reconnaissance de la défaite et d'une importante rançon afin de libérer son père Jean II. Cette rançon représente une telle somme que le principe d'un impôt régulier est désormais acté afin de la payer. Charles V veille également à associer les élites à son pouvoir, et en 1360, la création du franc or permet de récupérer une monnaie stable. La stabilité financière et un impôt permanent, désormais accepté, permettent à Charles V de reprendre l'avantage. Jean II décède en 1364. Alors la même année, la victoire de Cocherel est remportée par Bertrand du Guesclin, un petit noble breton élevé connétable qui illustre l'ouverture de Charles V vers de nouvelles élites. C'est une victoire face à Charles de Navarre qui est suivie par la signature de la paix avec le roi de Navarre puis le duc de Bretagne. Désormais maître du royaume, Charles V s'oppose aux chevauchées anglaises avec une nouvelle méthode. D'une part, il pratique la tactique de la terre déserte, c'est-à-dire qu'il stocke hommes et biens dans des endroits hors d'atteinte pour faire le vide à l'arrivée des Anglais. D'autre part, il crée de petits effectifs, 3400 hommes environ, soldés en permanence qui harcèlent les conquêtes anglaises. Les troupes anglaises s'épuisent à organiser de nouvelles chevauchées au lieu de défendre leur château et laissent le champ libre à l'avancée de la petite armée. Du coup, Charles V parvient à conquérir la Guyenne, à l'exception de Bordeaux, et à chasser les Anglais de France. Donc sous son règne, la monarchie retrouve ainsi son pouvoir et son prestige.